Bonjour tout le monde, bienvenue aux vidéos 2 du bloc d'électrostatique. On vient donc parler de champ électrique et on est dans le chapitre 2. Donc quand on parle d'un champ, dans le sens physique du terme, ça veut dire qu'on parle de quelque chose qui a une valeur partout dans l'espace. Donc le champ magnétique terrestre, par exemple, c'est quelque chose qui existe partout dans l'espace. Je peux amener ma boussole n'importe où sur la Terre et je vais avoir une certaine valeur de champ magnétique. La boussole va seulement m'indiquer la direction, vu que le champ magnétique est un champ vectoriel, mais il y a des instruments de mesure qui vont me donner une quantité aussi du champ magnétique. C'est la même chose pour le champ électrique. Donc, on parle de quelque chose qui va avoir une grandeur, une valeur partout dans l'espace, mais aussi une direction, vu que le champ électrique est vectoriel. Donc, c'est un peu plus abstrait que la force électrique, parce qu'une force, c'est vraiment une interaction, on comprend ça, un contact, par exemple, c'est une force qui est exercée. Le champ, c'est un peu avant la force, je dirais. Donc, une des manières dont j'aime en parler, c'est de dire que c'est l'intermédiaire de communication entre les charges. Donc, si je visualise deux charges électriques, j'en ai une qui va envoyer son information dans l'espace, elle envoie son champ électrique, et la deuxième va détecter, si on veut, le champ électrique pour savoir que, elle doit subir une certaine force à cause de ce champ électrique-là. Donc, c'est le champ électrique qui a été envoyé pour que les deux charges puissent se parler et exercer ou subir une force une par rapport à l'autre. Une autre analogie que j'aime utiliser, c'est le vent. Le vent ou un courant, parce que c'est une quantité beaucoup plus concrète, mais vectorielle aussi. Donc, un exemple que j'ai, c'est une carte de vent, dans ce cas-ci, quelque part autour de la Malaisie. C'est une des meilleures cartes que j'ai trouvées en cherchant carte des vents sur Internet. Donc, on peut voir qu'à plusieurs endroits dans l'espace, j'ai un vecteur qui, au fond, indique la direction du vent. Ici, on a aussi une échelle de couleur pour indiquer la vitesse du vent. Donc, un vent bleu foncé, c'est un vent plus fort qu'un vent turquoise. Mais l'idée du champ, en fait, ce serait un champ vectoriel de vent, le champ de vent, je pourrais dire comme ça, parce que c'est une quantité qui existe partout dans l'espace, qui a à la fois une grandeur et une direction. Une des raisons pour lesquelles le vent ne fonctionne pas bien comme analogie, c'est le fait que le vent va toujours pousser, par exemple, sur un bateau à voile. Donc, tantôt, je parlais de ma boussole qui détectait mon champ magnétique. Je pourrais parler d'un voilier qui détecterait ou qui subirait le vent en fait, qui subirait une force due au vent. Une des différences, donc, le champ électrique peut mener à une force attractive. Donc, si on n'a pas ça pour le vent peut juste pousser, le vent ne peut pas tirer. Dans l'analogie que j'utilise, dans la manière de parler du champ électrique que j'utilise, de dire que c'est l'intermédiaire de communication, on peut remarquer que là, je vous ai fait l'exemple au complet. J'ai parlé de la charge qui émet son champ électrique, qui est comme captée par ma deuxième charge qui va subir une force. C'est pas obligé d'être au complet. Je peux parler juste de ma première charge qui envoie son champ électrique, puis jamais appliquer ce champ électrique-là sur une autre charge. Donc, il n'y a jamais de force électrique qui découle de ça. Comme mon vent peut exister sans qu'il y ait de voilier pour se faire pousser par le vent. Et inversement, je peux avoir juste ma deuxième charge qui va détecter le champ électrique et subir une force, mais je ne saurais pas d'où cette force-là vient, d'où ce champ électrique-là venait. De la même manière que quand on est sur un voilier, ça ne nous dérange pas trop d'où le vent arrive. On fait juste détecter le vent qu'on a à cet endroit-là. Donc, oui, je peux regarder l'intermédiaire complet de communication, mais je peux aussi regarder juste le début ou juste la fin de l'interaction entre les deux charges. Ça va être abstrait le champ électrique, il y a moyen de le visualiser, son existence pour vrai. Vous avez peut-être déjà vu ce genre d'image-là avec la limaille de fer au secondaire. C'est une visualisation d'expérience intéressante. C'est vraiment le même principe, mais ce n'est pas de la limaille de fer qui a été utilisée ici parce que ce n'est pas un champ magnétique qu'on est en train d'illustrer. C'est des semences saupoudrées à la surface d'un liquide. On a quand même deux charges ponctuelles en forme de points ponctuels. Ici, c'est des charges de signes opposés et ici, c'est des charges de signes de même signe. Et ça fait en sorte que le champ électrique va prendre des directions différentes selon la situation. On va regarder les lignes même qu'on peut tracer d'une charge à l'autre un peu plus loin. Ça va être les lignes de champ électrique.
vous allez quand même m'entendre en parler dans les prochaines diapositives. Donc, ensuite, on va vouloir définir mathématiquement notre champ électrique. Vu que logiquement, j'en parle à partir des forces, parce que les forces, c'est vraiment ce qui est plus facile à mesurer, à détecter. On peut ressentir une force. On va se baser là-dessus pour faire notre définition. Donc, on va prendre la force qui serait subie par une charge Q, qui proviendrait du champ électrique, donc la force sur Q par E. Puis, on va enlever l'effet de la charge Q. Donc, quand j'avais mes deux charges comme ça, celle qui subissait, bien là, je l'enlève. Donc, il me reste vraiment juste le champ électrique créé par ma première charge. Et ce champ électrique-là, on va dire qu'il est à la position de Q. Donc, même si j'ai enlevé ma charge qui est ici, c'est quand même ce champ-là que je détecte, pas celui de ma première charge, parce que lui, il existe partout dans l'espace. Ça ne voudrait pas dire grand-chose. Donc, la force qui serait subie exercée sur Q par E, divisé par la charge qui l'aurait subie, ça me donne le champ électrique à cette position-là, à la position où il y aurait une certaine charge test Q, on pourrait dire à la position où j'aurais placé ma boussole si je suis en train de parler du champ magnétique. Donc, on remarque qu'il n'appartient pas, le champ électrique, à la charge Q, de la même manière que le champ magnétique terrestre ne peut pas appartenir à la boussole. La boussole le détecte, c'est tout. Pour les unités, on a calculé notre champ électrique à partir d'une force divisée par une charge, donc on a des newtons par coulomb. Ensuite, donc on est rendu à regarder la deuxième partie, vraiment la force qui va être subie par une charge due à un champ électrique. Et ça va dépendre du signe de la charge. Donc, le signe de la charge va être important. Dans notre équation qui est vectorielle, la charge peut être positive ou négative, et on sait qu'un signe négatif, ça change le sens d'un vecteur. Donc, quand le champ électrique est dans cette direction-ci, ça c'est ma ligne de champ électrique, si ma charge est positive, je n'ai pas amené de changement de direction, donc la force va être dans la même direction, dans le même sens que le champ électrique. Alors que si ma charge est négative, j'amène un moins dans cette équation-là, donc ma force et mon champ électrique vont être dans des sens opposés, ne peuvent pas être dans le même sens. Donc la force ici va être dans le sens opposé au champ électrique. Comme la force mène à une accélération puis ensuite à une vitesse, on va dire que les charges positives vont suivre les lignes de champ électrique, alors que les charges négatives vont remonter les lignes de champ ou le champ électrique. Vous remarquez que la force qui est subie provient du champ E, et le champ E ne peut pas provenir de cette charge-là. Une charge n'a pas le droit d'interagir sur elle-même. Ça nous prend toujours, je retrouve mon équation, ici. Donc, ça me prend deux charges pour agir l'une sur l'autre. Donc, je ne peux pas avoir la charge qui crée E qui ensuite agit sur E. C'est d'autres charges qui vont créer E pour agir sur une charge quelconque. Ensuite, dans le chapitre 2, vous remarquerez dans vos exercices que des fois, on va vous demander de refaire un exercice du chapitre 1, mais avec la méthode du chapitre 2. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Donc, dans le chapitre 1, ce qu'on fait, on calcule des forces individuellement et on additionne toutes les forces pour obtenir la force résultante. Il y a plusieurs numéros comme ça. C'est quelque chose qu'on fait fréquemment. Dans le chapitre 2, ce qu'on ferait à la place, c'est trouver tous nos champs électriques, les additionner, trouver notre champ électrique total et ensuite regarder la force qui est exercée sur la charge Q par ce champ électrique total. Donc, c'est vraiment le même principe, c'est le même résultat. On va trouver la même force totale dans les deux cas. Des fois, on fait plus de calculs avec la force, des fois, on fait plus de calculs avec le champ électrique en premier, mais à la fin, ça revient à la même chose. Donc, c'est ça la différence quand on vous demande de reprendre un exercice du chapitre 1 fait à la méthode du chapitre 2. L'exemple, je vais vous le faire dans une rencontre Zoom et je parle au champ par une charge ponctuelle spécifiquement. Présentement, cette formule-là, ici, le champ électrique n'était pas obligé de venir d'une charge ponctuelle. Ici, on veut aller regarder, ici, on va aller regarder ce qui se passe pour les charges ponctuelles. Donc, on connaît l'expression de la force pour deux charges ponctuelles une sur l'autre. Ici, j'ai écrit sur 2 par 1. Ça va être donc la charge 2 qui subit le champ fait par la charge 1. Donc, ce qu'on va chercher,
ça va être le champ fait par la charge 1 qui agit sur la charge 2, force sur 2 par 1. Donc, avec ma définition, je vais prendre l'expression de la force, qui est ici, divisée par ma charge Q2, qui subit la force électrique. Donc, pour diviser, si j'ai mis ma fraction séparément, Q2 s'annule avec Q2, il me reste KQ1 sur R12 au carré. Donc, le champ fait par une charge va dépendre de cette charge-là, divisé par la distance au carré. La distance, j'ai gardé R12, je ne peux pas juste parler de la distance R1. Ça ne voudrait rien dire. Si j'avais mes deux charges ponctuelles comme ça, je ne peux pas juste parler de la distance par rapport à la charge 1. Il faut au moins que j'ai mon point ici. Même si je n'ai pas de charge dedans, il faut que j'ai mon endroit ici pour pouvoir parler de la distance à partir de la charge 1 jusqu'à l'endroit qui m'intéresse. Donc, la distance, justement, c'est entre le point de l'espace où on étudie le champ électrique et la charge Q qui crée le champ électrique. Pour ce qui est de la direction, pour rester cohérent avec le fait que des charges similaires se repoussent, des charges opposées s'attirent, et avec le fait qu'une charge positive suit les lignes de champ, va dans le même sens que les lignes de champ, subit une force qui va dans le même sens que la ligne de champ, et qu'une charge négative subit une force qui est dans le sens opposé à la ligne de champ, il faut que mes charges positives créent un champ qui s'éloigne d'elle. Et le champ va s'éloigner d'elle toujours sur la ligne qui relie l'endroit où je suis en train d'étudier mon champ électrique et la charge ponctuelle. Donc, si je trace cette ligne-là ici, à partir du point où j'étudie le champ électrique, je vais continuer dans cette direction-là pour tracer ma flèche de champ électrique. À l'inverse, si j'ai une charge qui est négative, le champ doit rentrer vers elle. Donc, si j'étudie mon champ électrique ici, je peux faire ma ligne entre ma charge ponctuelle et l'endroit où j'étudie le champ électrique. Et ma flèche va partir d'ici et rentrer vers la charge. On dessine toujours un vecteur de force ou de champ à l'endroit qui nous intéresse, à partir de l'endroit qui nous intéresse. Donc, je ne vais jamais pointer vers l'endroit qui m'intéresse avec mon vecteur de champ électrique. Je vais commencer sa flèche là où il sera appliqué, là où il existe ce champ-là. Le fait que c'est le long de la ligne comme ça, on appelle ça un champ radial. Et on va avoir sortant si la charge est positive, donc vers l'extérieur, et entrant, donc vers l'intérieur, si la charge est négative. Et ça, on va aller appliquer ça dans un exemple que je vais vous faire dans une rencontre Zoom, en fait, deux exemples. Ensuite, j'ai parlé un petit peu de dipôle. Donc, oui, je suis rendue à la section 2.6. Je vous avais déjà prévenu que je ne fais pas les sections dans le même ordre que dans le Benson. Dans la section 2.6, on parle du dipôle et on va aller regarder certaines applications qui peuvent croiser des choses dont vous avez entendu parler en chimie. Mais on va vraiment regarder le dipôle au point de vue physique. Et ça veut dire que pour nous, c'est vraiment juste deux charges, une charge positive, une charge négative, peuvent être organisées n'importe comment, mais c'est deux charges qui sont de même grandeur et de signe opposé pour que la charge totale d'un dipôle soit toujours nulle. Donc, j'ai mon dipôle ici, une charge plus, une charge moins, avec une certaine distance entre les deux. Et le champ électrique par le dipôle qu'on va aller regarder, ça va être à une certaine distance que j'ai appelée B ici, par rapport à l'axe de la ligne qui relie mes deux charges. Donc, l'expression en tant que telle, on va la faire ensemble dans une rencontre Zoom, mais je vais vous parler d'interprétation qu'on pourra faire de ça à part après. Donc, le dipôle, habituellement, il est décrit par ce qu'on appelle le moment dipolaire. Et là-dedans, on inclut la charge, qui n'est pas la charge totale, qui serait 0, mais vraiment la charge qu'on a à un des deux endroits. Et la distance D, qui est la distance entre ces deux charges-là. Donc, dans mon cas, ce serait ma distance 2. Il y a une direction, en fait, toujours de la charge négative vers la charge positive. Ce n'est pas quelque chose qu'on va beaucoup utiliser dans le cadre du cours. Donc, dans l'exercice, dans l'exemple, on va trouver l'expression 2KQA sur B à la 3 quand on va regarder à une distance où B devient beaucoup plus grand que A. Ça veut dire que ma distance ici, je la rendre pas mal plus grande. Je ne veux pas que ce soit l'infini. À l'infini, le champ va être nul. 0, c'est pas intéressant. C'est bien de le savoir, mais c'est pas intéressant. Donc, j'ai juste une grande distance, beaucoup plus grande que la distance entre les deux. Mes charges vont avoir l'air d'être toutes proches,
mais on veut encore percevoir un espace, pas juste avoir l'impression qu'il n'y a pas de charge parce que la charge totale est nulle. Donc, quand on va faire cette approximation-là, on va obtenir ce résultat-ci. C'est intéressant de remarquer que ça ressemble beaucoup à l'expression du champ par une charge ponctuelle, KQ sur R carré. À la différence que, au lieu d'avoir juste Q en haut, j'ai 2QA, ou en fait Q fois 2A, qui correspondait à notre moment dipolaire. Et au lieu d'avoir une distance au carré en dessous, j'ai une distance exposant 3. Donc, une grande distance va devenir beaucoup plus importante qu'un exposant 3 que quand elle est juste exposant 2. Ça fait en sorte que le champ électrique créé par un dipôle va diminuer, vu que c'est au dénominateur, beaucoup plus rapidement que celui par une charge ponctuelle. C'est très logique, la charge globale étant nulle, l'effet va être beaucoup moins prononcé. Donc, dès qu'on s'éloigne assez, on ne voit plus du tout l'effet parce que la charge globale est nulle. Par contre, on aura quand même un effet à courte distance puisqu'on est capable d'avoir une expression pour notre champ électrique. Donc, ça, c'est une des choses qu'on va pouvoir interpréter par après. L'autre chose, ça va être le mouvement d'un dipôle dans un champ électrique. Donc, j'ai mis mon dipôle et là, je l'ai mis juste pas bien aligné avec un champ électrique qui sont mes lignes en noir ici. Ce qui va se passer dans ce temps-là, la force, la charge positive va subir une force qui va aller dans le sens des lignes de champ. Vu qu'elle reste quand même attachée au dipôle, elle ne va pas aller en ligne droite, mais elle va se mettre à tourner comme ça. Ensuite, la charge négative va subir une force qui est dans le sens opposé aux lignes de champ. Elle non plus ne peut pas juste s'en aller par là-bas. Elle est attachée au dipôle, donc elle va se mettre à tourner comme ça. Donc, mon dipôle va se mettre à osciller. Quand il va arriver aligné avec les lignes de champ, il va passer tout droit parce qu'il y a un petit peu d'inertie. Donc, une fois qu'il a passé tout droit, les forces vont le ramener toujours en train de s'aligner. Donc, le champ électrique va toujours essayer d'aligner le dipôle avec lui, ou le dipôle va toujours essayer de s'aligner avec le champ électrique, et ça va résulter en une oscillation. Donc, les applications pour ces deux choses-là, les interprétations, les contextes dans lesquels ça devient intéressant. Pour la courte portée, donc le fait que le champ diminue rapidement, c'est une chose qui explique pourquoi ça, pour les molécules, il faut qu'elles soient très très proches les unes des autres pour vraiment s'affecter. Donc, les forces de Van der Waals, qui sont des forces entre les molécules, vont seulement avoir effet à très très courte portée parce que dès qu'on est plus loin, l'effet du dipôle disparaît très rapidement et les molécules ne pourront plus s'influencer l'une de l'autre. L'autre application intéressante, celle qui vient de l'oscillation, en fait, c'est le fonctionnement d'un micro-ondes. Donc, un micro-ondes, qu'est-ce que ça fait? Ça envoie un champ électrique qui agite les molécules d'eau, qui sont des dipôles. Et en les agitant, ben, la manifestation macroscopique, si on veut, d'une énergie cinétique, d'une agitation microscopique, c'est de la chaleur. Ce qu'on détecte, nous, comme étant de la chaleur, c'est une agitation au niveau microscopique. Donc, c'est comme ça que fonctionne le four micro-ondes, en utilisant vraiment les dipôles. Donc, une substance qui n'a pas de dipôle ne peut pas être chauffée au four micro-ondes. C'est pour ça que l'eau va chauffer très, très, très facilement. Du pain qui est sec, par exemple, va chauffer moins facilement. Et de la paraffine, par exemple, ça ne chaufferait pas du tout. Donc, il y a des substances qui ne pourraient juste pas absorber l'énergie du champ électrique parce qu'elles n'ont pas de dipôle pour y réagir. Ensuite, pour les lignes de champ électrique, donc je les ai déjà mentionnées, j'en ai déjà utilisé des lignes droites, c'est pas trop compliqué. Ça va être une représentation. Donc, ce qu'on vient faire, en fait, c'est utiliser pas mal ce qu'on est capable de voir ici. On a le goût de tracer une ligne qui va au complet. On n'a pas le goût de faire un champ vectoriel, tracer plein de petites flèches comme ça, c'est long et fatigant. À la main, ça ne se fait pas bien. À l'ordinateur, ça se fait mieux. Donc, ce qu'on veut, c'est une manière de représenter graphiquement, rapidement, des configurations de charge. Donc, pour ça, on va tenir compte de la symétrie du système, des grandeurs, des signes des charges, de la charge globale du système. Et on va voir différentes règles pour tracer les lignes de champ électrique. Donc, en fait, tout ça, c'est vraiment, ça ne vaut pas la peine que je l'explique juste de manière théorique. Je vais faire un exemple avec vous dans des vidéos. Et puis, je vais vraiment repasser avec ça en détail. Donc, ça nous amène jusqu'à la diapositive 47. Et ensuite, on va venir la semaine prochaine parler de potentiel électrique. C'est tout pour cette semaine.